Je vais inviter maintenant nos amis rapporteurs, parce que ce sera le dernier bloc aujourd'hui. Donc, des rapporteurs qui étaient dans les ateliers et qui vont venir faire un compte-rendu de ce qu'ils ont entendu. Alors, j'invite sur scène avec moi Renaud Legout, Jonathan Roberge, Martin Lessard, Roselyne Rousseau-Gagnon, Martin Bonneau et Geneviève Rossier à venir rendre compte de ces ateliers. Alors, vous pouvez prendre place. Est-ce qu'on a assez de chaises pour tout le monde? On est 6, donc prenez place ici. Moi, je vais aller... Tiens, ici, ouais. Tout le monde est là? Geneviève, oui. Bon, ben Geneviève, installez-vous ici. Alors, qui brise la glace pour ce dernier bloc? Tiens, je vais commencer avec Jonathan. Jonathan Roberge. Jonathan Roberge de l'INRS qui était à l'atelier La découvrabilité, les prescripteurs de goût, il va le dire, une affaire d'humains et de robots. Parlez-nous de ce qui en est sorti. Donc, on a dit 4 minutes, mais on essaie de faire 3. C'est un commun accord du côté ici de la table. Donc, nous, on avait la difficile tâche de penser à la découvrabilité et d'emblée, on s'est bien rendu compte qu'on était en concurrence avec les autres ateliers, c'est-à-dire d'un côté la question du marketing qui est aussi liée à la question de la découvrabilité et celle des métadonnées. Donc, on s'est rapidement rendu compte que, effectivement, l'étape préalable, c'est d'avoir des bonnes métadonnées pour qu'ensuite les algorithmes de la recommandation actuelle, ce qui est dans la plupart des grandes plateformes aujourd'hui, puissent les maçonner correctement. On s'est aussi rendu compte assez rapidement que la question de la prescription des contenus culturels et surtout de la prescription automatique, elle fait tient plus aujourd'hui du domaine de la musique et surtout les streamers, moins des autres domaines. Malheureusement, on aurait aimé parler de Netflix, mais on n'a pas eu le temps. Donc, ça confirme un petit peu une des intuitions du rapport, c'est-à-dire que différents secteurs culturels font face à différents défis, et entre autres, même dans la prescription, bien, force est de constater qu'on a été rapidement amené vers la musique et moins vers d'autres choses. Bon. Et découvrabilité, nous, c'était surtout la dimension culturelle qualitative qu'on a cherché à cerner. Et à ce moment-là, on s'est rapidement rendu compte aussi qu'on parlait de modèles hybrides de plus en plus. Donc oui, des grandes plateformes qui utilisent la recommandation automatisée, donc algorithmique, mais aussi toujours une présence, peut-être même en réaction avec la force de ces algorithmes-là, c'est-à-dire une curation ou des modèles humains de listes qui sont faites pour avoir ce rapport riche entre des humains et non simplement des hommes et des machines. Voilà. Donc, c'est cette dimension-là qui est apparue, cette hybridité fondamentale qui est apparue. Et à ce moment-là, on s'est dit, bien, il faut une meilleure compréhension de ce qui se passe techniquement, mais aussi culturellement, ce qui veut dire une meilleure recherche pour comprendre ce dont il s'agit, donc entre autres une recherche universitaire, et aussi une meilleure recherche des milieux de pratique et, entre autres choses, et dernièrement, une meilleure compréhension des gouvernements. Là-dessus arrive bien sûr toute la question de la dimension black box de ces systèmes-là, et tout le monde était assez d'accord sur la question de la transparence, dite transparence qui est un travail. C'est sûr que les compagnies privées propriétaires de plateformes ne vont pas vous livrer leurs algorithmes comme ça, mais il y a un travail qui peut facilement être, pas facilement, mais qui doit facilement être entrepris et qui aura un avenir plus ou moins certain. Bon. Et dernier point sur la question de la transparence et sur la question de la richesse de la prescription, de la recommandation aujourd'hui, est apparue, c'est une idée de Muriel Lehmann, encore une fois, qui a maintenant un certain trou, un espace entre l'ancienne prescription, c'est-à-dire que vous parliez avec votre disquaire, vous parliez avec votre marchand de journaux, etc., et la nouvelle donne aujourd'hui, entre les deux, il n'y a pas de modèle tiers. Et il faudrait peut-être penser à cette chose-là. Est apparue aussi l'idée que la recommandation, même sur les grandes plateformes que peuvent être Spotify, pourrait faire davantage de place à des recommandations locales, et donc à ce moment-là, avoir des gens qui font des playlists de manière locale, et ce qui pourrait très bien passer... C'est ce que faisait Sansa. Oui, entre autres, et ce qui pourrait très bien passer par une forme de réglementation en forçant les grandes plateformes, mais en leur incitant lourdement
à avoir des gens sur différents paliers locaux qui interviennent là-dessus. Ce qui peut aussi vouloir dire des quotas, mais dans un sens, on a insisté là-dessus dans l'atelier, pas des quotas ancien style, mais des quotas peut-être 2.0 dans lesquels il faudrait réinventer qu'est-ce qu'un quota peut vouloir dire dans une situation où on sait de plus en plus que la prescription ne fonctionne pas pour les contenus québécois sur les grandes plateformes. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Vous avez fait 4 minutes et non 3. Je tiens à vous le souligner. 3:45. Mais quand même, c'était très bon. Regardez, vous êtes arrivé à 1 seconde de votre temps de base, le temps qu'on vous allouait. Tiens, on va y aller avec vous, Geneviève Rossier. Vous étiez à l'atelier des impacts du numérique sur les habitudes et les pratiques culturelles non numériques. Donc, est-ce que le numérique aide le non numérique? Qu'est-ce qui en est ressorti? D'abord, je voulais souligner qu'on avait des gens dans les 5 Parlez secteurs. très proche du micro pour nos téléspectateurs. On avait des gens dans ouais. tous les 5 secteurs, ce qui a complexifié ma tâche parce que c'était assez diversifié comme conversation. Notre principal enjeu, celui de la cannibalisation du numérique envers une offre non numérique, donc diminution des entrées de salle, achat de livres, magazines en baisse, etc., c'était notre principal souci. Les enjeux qui rallient une majorité, la question, un équilibre à trouver entre les intérêts des créateurs et ceux du public, quelque chose qu'on a aussi entendu au cours de la journée. Aussi cette question que dans certains cas, et en particulier dans certains cas de spectacles vivants, le numérique pouvait, par la bande, en fait, revaloriser l'offre de spectacles vivants unique, en ce sens qu'il banalise le reste. C'était une petite lueur d'espoir que le conférencier de ce matin nous a donnée. Dans les enjeux qui créaient des polarités, la tendance de trop chercher, en fait, que le numérique nous permette de trop chercher à offrir au public ce qu'il veut entendre toujours. Parce qu'on connaît de plus en plus le public grâce aux données numériques, fait que ne pas tomber dans cette tendance de donner toujours de la sauce aux pommes à celui qui veut de la sauce aux pommes, ce qui pourrait nous faire glisser vers une forme de conformisme culturel. Sont à approfondir toute la question de la surabondance de l'offre culturelle. Et là, je souligne qu'on parlait d'une surabondance en numérique, mais aussi à la fois en non numérique, dans un contexte du Québec, et que tout ça venait en fait exacerber encore cet enjeu de découvrabilité. Aussi à approfondir toute la question de l'utilisation du numérique pour valoriser le déploiement culturel en région. Certains exemples ont été amenés et on trouvait que ça méritait d'aller chercher plus là-dessus. 2 pistes de solutions envisagées. La nature de l'expérience proposée au public, de réfléchir là-dessus versus de ne pas tomber dans une espèce de réflexe de toujours offrir du numérique à tout prix et de tomber dans des espèces de gadgets, ce qui pourrait être un effet pervers de tout notre engouement pour le numérique dans le sens de la mode des choses. Recentrer donc la création sur l'intention de l'artiste. On parlait beaucoup de Robert Lepage qui faisait l'unanimité dans sa réussite de faire ça. Et puis, bon, des pistes, je ne vous étonnerai pas, là, le numérique qui nous force à favoriser, à inventer et à innover dans les nouveaux modèles d'affaires. Une piste. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Maintenant, on va passer... Tiens, Martin... Je suis encore plus rapide, je voudrais signaler. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, on a une amélioration. Vous avez fait 3 minutes pile. Faut battre ça. C'est hautement admirable. Mais on va y aller avec Martin Bonneau. Vous étiez dans l'atelier sur le streaming, les nouveaux modes de consommation, évidemment. Hein, on le sait, on pensait que le téléchargement, on avait fini de souffrir en termes de revenus. Et le streaming a amené ça à un autre niveau. Oui, en effet. Par contre, je dirais que l'aspect générationnel était un peu moins abordé, puis je vais y revenir bientôt. Finalement, les questions qui ont été principalement traitées avec des intervenants, surtout là, des secteurs de musique audiovisuelle et livres, ça a été beaucoup la question de l'absence de réglementation sur ces plateformes-là et qui, selon les intervenants, menace la spécificité culturelle du Québec, dont ça touche beaucoup à des enjeux là, qui ont été abordés dans l'atelier animé par Jonathan. Et on a aussi beaucoup dénoncé la déresponsabilisation des plateformes, mais aussi des utilisateurs par rapport à toute la question des revenus et du retour d'argent vers les créateurs et les producteurs.
Des éléments qui ont rallié un peu la majorité. On a parlé beaucoup du manque de visibilité du contenu québécois sur ces plateformes. Encore là, ça a été déjà beaucoup traité depuis ce matin. Puis, une distinction qui a été intéressante, disons, entre la musique et le cinéma, c'est que le contenu, la musique québécoise, on sait qu'elle est disponible, elle est difficile à trouver. Par contre, dans le cas du cinéma québécois, là, on a vraiment dénoncé la difficulté, vraiment, en fait, le fait qu'il ne soit pas disponible en ligne, qu'il soit très peu présent sur des plateformes étrangères. Et sur les éléments, justement, qui faisaient un peu plus de dissension, entre les deux secteurs, justement, les intervenants du cinéma québécois semblaient beaucoup plus favorable, disons, à une plateforme dédiée qui permettrait aux consommateurs, au public québécois de trouver ces films-là qui sont vraiment difficiles à trouver, effectivement, sur Internet. Alors que dans le secteur de la musique, au cours de la recherche qu'on avait fait, on savait qu'il n'y avait pas vraiment, il y avait plus d'intérêt, disons, pour ça depuis l'échec de Zik. Il y a eu également un léger débat sur cette question de est-ce qu'il faut distinguer les habitudes de la nouvelle génération, des jeunes par rapport aux générations qui sont déjà des consommateurs depuis longtemps. Les questions à approfondir, on a émis plusieurs doutes sur les capacités d'expansion du streaming comme mode de consommation. C'est-à-dire que certains ont voulu souligner que c'est pas acquis que tout le monde va passer au streaming aussi rapidement et que ça va vraiment s'étendre à l'ensemble du marché. Et il a également été soulevé la question de à quel point est-ce que les utilisateurs sont prêts à payer pour différents services d'abonnement. Quand on combine un abonnement à Spotify, à Netflix, à tout.tv, ça finit par faire une facture qui est assez importante, surtout pour un consommateur moyen qui peut-être n'achète que 2 ou 3 albums par année. Si vous passez à 120 $ par année pour Spotify, vous venez de doubler votre facture à peu près. Finalement, les pistes de solutions identifiées, on a beaucoup parlé aussi de la question des quotas sur le contenu local inspiré du monde de la radio. Également, plusieurs ont plaidé pour une participation financière des fournisseurs d'accès à Internet à la production locale. Et pour ce qui est des pistes de solutions, des façons à privilégier, il y a eu beaucoup d'interventions qui demandaient une intervention politique par rapport à ces questions-là, mais qui découlaient aussi d'une mobilisation dans l'ensemble des milieux sur les questions, beaucoup des fournisseurs d'accès à Internet et des quotas aussi sur le contenu local. Merci beaucoup, Martin. Maintenant, on va parler avec, Roselyne, vous étiez dans l'atelier sur le questionnement sur la consommation des contenus culturels en ligne. Oui, donc d'abord, juste vous dire, je suis un peu imposteur. Je n'animais pas l'atelier, mais l'animateur avait une urgence familiale, donc je suis sa représentante. Plénipotentiaire, il faut quand même le souligner. Exactement. Donc, voilà. Sujet très large, donc questionnement sur la consommation des contenus culturels en ligne. On avait un atelier très participatif. On aurait pu sûrement passer 2 heures à discuter de cette grande question très large. Et il y avait des gens de plusieurs secteurs également, musique, illustration, livres, etc., société de droit collectif, association d'artistes. Donc, ça donnait quand même vraiment un pouls assez général des questions. Disons que l'enjeu principal qu'on a identifié, c'est un manque d'éducation et de sensibilisation des utilisateurs en général. Utilisateurs autant le petit gars de 12 ans qui regarde tout sur YouTube que, je ne sais pas moi, une municipalité qui fait un pamphlet touristique en prenant des photos sur Google Images, genre. Et donc, c'est ça, c'est la base de tout, de notre point de vue. Donc, un manque de culture de la valeur exactement, des produits culturels. C'est ça, parce que c'est pas vrai non plus qu'on a toujours affaire à des grosses sociétés méchantes qui veulent pas payer les créateurs. Des fois, c'est vraiment juste de l'ignorance simple. Donc, c'est ça. Ce qui ralliait la majorité, à part le manque de connaissances, donc l'éducation à pousser, c'était bien sûr la juste rémunération des créateurs qui est beaucoup trop éparpillée et d'un secteur à l'autre, soit inexistante ou pas du tout équitable. Et aussi, comme ça a été soulevé dans d'autres ateliers, vraiment un besoin de sentir une volonté politique
d'accompagner les différents acteurs, autant les créateurs eux-mêmes avec, bien sûr, des soutiens à la création, mais aussi des fois, justement, des associations ou des sociétés. Il y avait, donc, l'animateur posait la question, est-ce que pour faciliter la rémunération, ce serait une bonne idée d'avoir une super société de gestion? Et ça a soulevé un peu des doutes. Certains disaient, bien, on a des intérêts bien trop pluriels et peut-être différents pour que ça soit possible, mais il y avait les exemples de CSI, donc Sodrak et CMRA, ou bien Raison, qui sont déjà des espèces de sociétés parapluies. Donc, c'est ça, ce qui a été identifié comme piste de solution, c'était, bien sûr, encore là, de faire participer les fournisseurs d'accès Internet à la rémunération. De quelle forme? C'est sûr qu'il ne faut pas appeler ça une taxe, en tout cas. Et sinon aussi, bien c'est ça, l'éducation, nous, on voyait ça quelque chose de super simple, qu'on peut intégrer ça dans le cursus déjà établi dès le primaire, que, par exemple, dans les cours d'art, on parle des droits des artistes et créateurs, puis dans les cours d'éthique, on parle de, comme utilisateur, comment on doit respecter les œuvres. Donc, voilà. Merci, Roselyne. Et peut-être en réponse à des choses qui ont été soulevées dans votre atelier, c'est peut-être des réponses qui ont été apportées dans l'atelier de Renaud Legout, où vous parliez notamment de la promotion de l'offre légale, renouveler le marketing culturel sur des différentes plateformes. Peut-être quelques réponses là, à ce qui a été ébauché, en fait, les questionnements qui ont été énoncés. Je pense en effet qu'il y a des parallèles. Il y a une chose qui est apparue assez rapidement, c'est que c'est une problématique qui est vraiment transversale aux 5 secteurs. Alors que les différents aspects, il peut y avoir des différences notoires dans les autres ateliers. Chez nous, la problématique de promotion s'installait dans les 5 secteurs parce que la manière de faire la promotion par les médias, étant donné la numérisation, a changé pour chacun des 5 secteurs de façon relativement homogène. Un autre élément de consensus, c'était sur l'interface entre la promotion et le droit d'auteur, où on voyait que c'était une interface qui était assez complexe, relativement lourd à gérer, et quand on l'approfondissait un peu, il y avait un certain flou autour de l'interface promotion et droit d'auteur. Un autre consensus, le manque de ressources, le manque de compétences dans des organisations qui manquent de ressources et qui ont relativement peu de personnes à leur emploi. Et là, je vais rentrer dans les pistes de solutions. Oui. On parlait beaucoup d'échanges sur les meilleures pratiques en termes de choix des meilleurs canaux, de l'intensité des investissements à apporter. Un point de polarité qui a émergé rapidement, puis c'est autour du flou entre promotion et droit d'auteur, c'est la frontière de l'exception dans la loi qui permet la promotion. Donc ça, c'était un thème sur lequel il faudrait travailler dans le futur parce que c'était clair que c'était vu comme une barrière à la promotion par certains et comme un élément essentiel pour d'autres. Dans les pistes de solutions, pour continuer, en fait, dans le financement public, on parlait d'argent dédié et admissible pour la promotion spécifiquement, parce que souvent, il y a de l'argent qu'on souhaite dédier, mais qui finalement va dans l'œuvre, ce qui est parfois une bonne chose, mais des budgets spécifiques. Le problème de la mesure a émergé, c'est-à-dire que quand on fait de la promotion, qu'est-ce qu'on veut vraiment mesurer? Lorsqu'on ne fixe pas d'objectif de mesure, bien, on se retrouve systématiquement à mesurer la performance financière, ce qui est incomplet. Donc, il faut s'intéresser à la mesure sur les publics, la mesure de la performance artistique, la mesure de la performance auprès de la critique, mais aussi de l'apport culturel. Et il
il y a un dernier paradoxe qui est ressorti à la fin de la discussion complètement, où il y a une tension entre l'expérimentation nécessaire qu'on fait de la promotion sur les nouvelles plateformes numériques et un peu l'inertie des organisations qui est entre autres causée par le manque de ressources, mais aussi la logique des programmes des subventionnaires, qui fait que il y a peu d'espace pour expérimenter, essayer des nouvelles pratiques dans un domaine où les frontières ne sont pas encore très bien établies. Voilà. Très intéressant, ça. Merci beaucoup, Renaud. On termine avec Martin Lessard. C'est une chose, le mot est sorti souvent aujourd'hui, les fameuses métadonnées qui permettent de référencer, qui permettent aux œuvres aussi d'exister sur les différents moteurs de recherche, entre autres choses. Martin, qu'est-ce qui s'est dit là-dedans? C'est vrai que je n'ai pas le sujet le plus sexy. Effectivement, métadonnées, ce n'est pas le truc qui attire beaucoup quoi les que gens. bien habillé de métadonnées, là. Oui, mais quand même, on peut dire que c'est important dans le sens que si on n'a pas les métadonnées, bien, on jette notre contenu dans une mare puis on ne la retrouve plus du tout. Donc, ce qui est vraiment sorti, c'est qu'on a quand même vu 2 endroits où on pouvait travailler les métadonnées de production. Dès qu'on produit du contenu, on peut attacher des données et des métadonnées de consultation que les grandes plateformes ont. Il y a aussi une autre réflexion sur la notion de standardisation internationale. On n'est pas les seuls à vouloir s'intéresser à ça et d'être présent. C'est important puisque ça nous affecte. Et en général, les décisions qui se prennent à un niveau international ont des implications des années après. Donc, si on n'est pas là en amont, on a un problème. Mais attardons-nous sur la première portion, les métadonnées de production, qui impliquent beaucoup de problèmes, peut-être de RH, de ressources humaines, quand et avec quelles ressources qu'on va pouvoir faire ça. Puis même en plus, des questions qui ont émergé, puisque c'était une grande discussion qu'on a eue, beaucoup de questions ont émergé, c'est comment on fait pour s'entendre sur quoi entrer et dans quel champ, donc s'entendre sur quels sont les standards à prendre, puis jusqu'où enrichir la donnée, parce qu'on peut vraiment, évidemment, c'est possible d'en rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand est-ce qu'on s'arrête et dans quel but et avec quel succès, puisqu'évidemment, si on en met trop, puis qu'à l'autre bout, ils ne le prennent pas, mais ça ne sert à rien. Donc, ce genre de questions-là devenait un petit peu gênante parce qu'on devait se demander qu'est-ce qu'on cherche à optimiser. Est-ce qu'on cherche à optimiser quelque chose au fin fond de, c'est pour les droits d'auteur, ou est-ce qu'on cherche à optimiser l'argent qui est investi par le ministère? Ces questions aussi à amener aussi que quand on voit ces champs-là où on est forcé à remplir, bien, on se pose la question en disant, mais il faut peut-être préciser, il faut peut-être avoir de préciser les définitions des catégories. Qu'est-ce que c'est un livre québécois? Qui est un auteur québécois? Donc, on se rend compte qu'effectivement, s'il est écrit en France ou il vient de France, comment on fait? Parce que si on rentre les mauvaises données, on pollue justement la base de données qu'on veut justement avoir super claire. Donc, on a un certain problème à quelque part. Il faudrait redéfinir ou bien préciser les définitions. Donc, ce qui est quand même sorti au niveau des pistes possibles, c'est de dire, mais il y a quand même des initiatives qu'il faut absolument soutenir. Et la SODEC s'était montrée très ouverte à dire, bien oui, nous, on y croit et on veut soutenir ça. Et aussi la notion de partager les bonnes pratiques d'indexation à la source, puisqu'effectivement, nous produisons les contenus, bien, faisons en sorte que nous puissions taguer dès le départ ces contenus-là. Mais là, on fait tout ça, pourquoi? C'est bien beau, on aurait des super bonnes bases de données, mais à l'autre bout, les métadonnées de consommation, on ne les a pas. À quoi ça sert de leur donner ça si on ne peut même pas savoir qui nous écoute par après? Puis d'ailleurs, il y a un petit enjeu de vie privée derrière ça, comme on ne veut pas savoir que vous écoutez ça, mais en gros, comment on fait pour savoir qui écoute quoi? Bien évidemment, c'est des problématiques qui ont été soulevées ailleurs. On a vu qu'il y a des corrélations entre les ventes. Ce qui apparaît dans les palmarès de iTunes influence ce que les gens achètent. Alors, évidemment, ils n'achètent pas du québécois puisqu'on n'envoie pas de québécois sur les palmarès iTunes. Donc, les algorithmes ne nous aident pas. Et une des possibilités qu'on pourrait dire, c'est par exemple, on pourrait dire, ça serait le fun que ce chanteur que j'aime bien, il s'appelle, comment s'appelle elle, là, je ne sais pas trop quoi. Mais s'il y avait un auto-remplissage qui me disait elle pour le loup, bien, peut-être que je vais pouvoir le trouver et peut-être l'acheter parce que, effectivement, si on veut pouvoir avoir un rapport de force avec eux, puisque eux ne font pas de recommandations pour nous, puis ça a été un peu discuté ailleurs, cette notion de recommandation, de prescription, mais c'est de dire, il faudrait avoir un rapport de force, nous, ici, c'est-à-dire que si on veut que l'auto-remplissage se fasse avec nous, il faut qu'on leur montre qu'on a réussi à harnacher nos foules, que nos foules sachent qu'est-ce qu'ils veulent avoir, qu'ils sachent même que le loup existe, puis qu'au moins ça commence par un L, puis que là, on peut pas l'aider. Si on peut éduquer nos usagers à compenser le manque des suggestions, bien, on va avoir un bon rapport de force dans le bras de fer qu'on a avec eux.
grandeur et misère de la métadonnée en 4 en 4 minutes. minutes pile. Il faut quand même le faire. Ça vous... Ça vous tenterait pas, Martin, une petite chronique là, dans une émission techno? Oui, samedi, ça va parfait, faire on longtemps, s'en parle après la journée. Ben, c'était absolument fascinant, franchement. Il s'en est brassé des idées ici aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Je peux vous dire d'ailleurs que notre mot-clic a tellement bien fonctionné qu'on a maintenant des beautés russes qui se sont jointes à la conversation. Ils ont utilisé des métadonnées et écoutez, moi, il y a Agafon Sharapov que je vais peut-être contacter dans quelques minutes. Vous irez voir FDAEN. Alors, on se retrouve demain, 8h30 ici. Et là, ben, notre objectif de Cocktail Soleil est atteint. On a réussi. Alors, merci à vous tous et on se retrouve demain, 8h30. Merci.